Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Je vois déjà un bonjour. Bonjour Stéphanie, Prems, voilà, c'est la première. Voilà, faites-nous signe pour nous dire que tout fonctionne. A priori, ça a l'air d'aller puisque je vois vos messages s'afficher. Je suis hyper ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Instant RH par Culture RH. Vous le savez, hein, c'est le rendez-vous récurrent maintenant avec Culture RH. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis en plus, aujourd'hui, on est là pour passer à peu près 3/4 d'heure, maximum 1 heure, tous ensemble sur un sujet dont on parle beaucoup, l'IA. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui à nos côtés Eric de Indeed, des pionniers du sujet qui va pouvoir nous apporter son expertise. Eric, je te propose déjà de te présenter un petit peu en 2-3 mots, et puis après, voilà, je redonnerai un peu le cadre du webinaire. On est content de t'avoir, Eric. Bonjour. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Anaïs. Bonjour à tous ceux qui sont connectés et à tous ceux qui nous verront en replay après. Très heureux de partager ce moment avec toi. Pour me présenter rapidement, donc moi, ça fait un peu plus de 25 ans que je suis dans la sphère des ressources humaines. Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'en suis jamais ressorti. Donc, je suis passionné par tout ce qui se passe dans le monde des ressources humaines parce que c'est une source inépuisable de données, d'informations, de plaisir et parfois de désaveux aussi, parce que c'est un monde qui est pas un fleuve tranquille, hein, ça c'est clair. Et je suis chez Indeed depuis 7 ans, donc je suis expert du marché de l'emploi. Mon job consiste justement à analyser toute la data qu'Indeed récolte en France et à travers le monde. Et on y reviendra tout à l'heure, mais on collecte énormément de données qui nous permettent de comprendre à la fois l'aspect comportement des candidats d'un côté et comportement des recruteurs de l'autre, et de voir ce qui match, ce qui ne matche pas, et essayer de rapprocher ces deux mondes qui ne parlent pas toujours le même langage. Ouais, parfait. Là, je pense qu'on va avoir un webinaire hyper riche parce que c'est aussi l'objectif aujourd'hui, c'est apporter des éclairages sur ce qu'est l'IA et comment elle impacte le recrutement. Comme à chaque fois, je vous le dis tout le temps, mais le webinaire, il est vraiment fait pour vous. C'est votre webinaire, donc sentez-vous à l'aise de réagir, de rebondir, de poser vos questions. Moi, je me ferai votre relais, je vous lirai attentivement et quand une question se prête s'y prête, bah, je la releverai et j'interrogerai Eric. Et puis évidemment, on gardera un temps, comme on le fait à chaque fois, à la fin, pour revenir sur les interrogations qui seraient potentiellement restées en suspens. Déjà, avant de se lancer dans le vif du sujet... Marie-Noël, Oui, pardon, vas-y. dans le chat, excuse-moi, mais Marie-Noël nous dit bonjour de Nouméa. Ah, excusez-nous. Ah, on n'a pas tous cette chance-là. Alors moi, perso, je suis à Manchester et il pleut, donc voilà. Bonjour de Manchester en ce qui me concerne. Bonjour de Paris en ce qui me concerne. Bon, voilà, c'est un peu moins glamour, on va dire. Super. Bah, écoutez, bienvenue à tous. Peut-être quelques mots sur Indeed avant de se lancer dans le vif du sujet, parce que et puis aussi peut-être comprendre pourquoi aujourd'hui on va parler IA. C'est quoi le lien entre l'IA et Indeed? Ouais, alors très bonne question. Alors, juste pour dire qu'Indeed va fêter ses 20 ans cette année, donc Ok. on n'est pas un petit nouveau sur le marché de l'emploi. Et notre devise depuis le début, c'est d'aider les gens à trouver un travail. Donc, en fait, la difficulté avant qu'Indeed existe pour un candidat lambda, c'est que 70-80% des offres d'emploi n'étaient pas visibles sur le web. Donc, quand les job boards sont nés, c'était le même modèle que la presse papier pour trouver des offres d'emploi. Donc, il n'y a Ouais. que des entreprises qui avaient de l'argent, qui avaient les moyens de payer pour mettre en avant des offres d'emploi, ou alors parfois dans des petits journaux gratuits, mais enfin, ce n'était pas révélateur de l'ensemble des offres. Donc, Indeed est né de ce constat-là. Et donc, le principe de base, c'est une plateforme qui référence tous les jobs qui existent. Donc, en fait, on les capte, on les aspire automatiquement et gratuitement sur toutes les sources, que ce soit des sources de recruteurs intermédiaires, les sites carrières des entreprises, etc., etc. On les qualifie, donc il y a un certain nombre de critères qualité. Et surtout, on va les dédoublonner pour que le candidat ne voit pas deux fois les mêmes offres. Donc, métamoteur de recherche à la base, et ce qui a fait le succès d'Indeed, donc boîte américaine d'origine, rachetée par un groupe japonais maintenant. Donc, on est une entreprise internationale. On est présent en France depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Et donc, on est passé d'un site de référencement à un site de matching. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, dans ce cadre-là, la donnée, elle est vraiment importante. Et on verra que l'IA, c'est pas nouveau, parce que l'IA, ça existe depuis un demi-siècle, depuis 20 ans chez nous. Donc, on a toujours utilisé l'IA. Par contre, l'IA évolue et l'usage qu'on en fait a considérablement évolué.
pour rapprocher justement l'offre et la demande, parce que les besoins sont plus les mêmes. On y reviendra aussi tout à l'heure. Je vais pas trop en dire tout de suite. Non, on va pas tout spoiler. Mais si ce n'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aborder un peu le marché actuel et les tensions et celles à venir. Et puis, peut-être évoquer, comment l'IA, en fait, elle existe déjà aussi. Parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur l'IA, le côté un peu révolutionnaire, mais en vrai, l'IA, elle existe déjà. Il me semble. Et c'est pas d'aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu avais d'autres petits points à nous partager sur Indeed ou on se lance dans le Juste dans en le vif? quelques Dis-moi, je te suis. chiffres, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'emploi. Donc, c'est le premier site d'emploi dans le monde. C'est le premier site privé en France. Donc, le premier site reste France Travail, ex-Pôle emploi. Avec une particularité, c'est que quand on est demandeur d'emploi, on a quand même l'obligation, une fois par mois, d'aller sur Pôle emploi, France Travail. Donc, tout le monde n'y va pas forcément pour chercher des jobs et postuler à des jobs. Et ensuite, on a l'ensemble des autres acteurs. Donc, non pas pour dire que les autres sont mauvais, hein, il y a une vraie complémentarité également. Mais la particularité, je disais tout à l'heure, c'est qu'on a l'ensemble des offres. Donc, en fait, le public, quand on regarde avec Médiamétrie, l'audience d'Indeed, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle est le reflet exact de la population active en France, y compris des gens qui ne sont pas encore actifs. On a, par exemple, en termes d'audience, des jeunes de moins de 18 ans, voire de moins de 16 ans qui commencent à se renseigner pour des stages ou pour s'orienter sur c'est quoi les jobs, qui recrute quoi, dans quel secteur d'activité. Et on a notamment aussi de plus en plus de seniors et des seniors plus, même des gens qui sont à la retraite et qui cherchent un complément de revenus. Donc c'est pour ça qu'on a des données importantes en nombre et qui sont précieuses pour comprendre qui sont les candidats. Et ce qu'on regarde au-delà de l'audience, nous, c'est bien d'avoir des visiteurs uniques importants, mais c'est le temps passé sur la plateforme. C'est quand même un indicateur de qualité parce que si on achète du trafic et que des gens viennent et repartent, c'est pas un bon indicateur. Ouais. On voit qu'en termes de temps, Indeed est pour le coup très loin devant tous les autres. Donc les gens viennent sur la plateforme, viennent longtemps. Et une particularité aussi depuis 5 ans notamment, c'est l'impact du mobile. C'est-à-dire que la plus grosse partie du trafic, plus de 75% sur Indeed, est du trafic mobile. Donc en termes d'usage, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans les questions-réponses, mais la plupart des recruteurs sont sur leur ordinateur quand ils saisissent une offre d'emploi, quand ils vont regarder leur tableau de bord. Quand vous relisez votre offre d'emploi sur un ordinateur, sachez que dans les 3/4 des cas, vos candidats les lisent sur un smartphone. Donc, il faut vraiment avoir cette logique aussi mobile first. Le fameux mobile first. Bonjour à ceux qui arrivent entre-temps. Je vois qu'il y a des bonjours qui apparaissent dans le chat. Bonjour Wendy. Tiens, je connais Wendy de Assess First. Bonjour et bienvenue. Voilà. on reconnaît les copains. Petit focus sur le marché et les tensions. Je pense que c'est bien peut-être de mettre à plat les choses, de parler du contexte actuel avant de s'engager sur le sujet IA. Et je pense que tu as plein de choses à nous partager. C'est ça qui va être chouette, en fait, avec un acteur. En fait, je trouve intéressant, c'est que, au-delà d'être un acteur site d'emploi Indeed, c'est aussi une source d'information, en fait, intarissable, parce que vous êtes constamment en train d'étudier ce qui se passe sur le marché. Ouais, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les différents gouvernements. On travaille aussi beaucoup avec l'OCDE pour partager nos données. Parce que nos données sont rafraîchies 4 fois par jour et c'est des données en temps réel, alors que les données de la DARES, de France Travail, etc. sont souvent des données consolidées a posteriori. Donc nous, on a un vrai baromètre à l'instant T et on voit que depuis le Covid, en fait, tout évolue très très vite en France ou ailleurs. Et donc c'est important quand même de mesurer ce qui se passe. Et alors, sachez que ces données sont disponibles, donc on pourra, si vous le souhaitez, vous donner les liens. Ah oui. Notamment, on a un site de nos économistes qui s'appelle le Hiring Lab et qui permet de regarder par département, par secteur d'activité, par typologie de métier, quelles sont les tendances. Donc, n'hésitez pas, ces données, elles sont gratuites et disponibles. Indeed partage volontiers toutes ces données. Il y a un lien quand même entre l'IA et l'évolution du marché de l'emploi. On y reviendra tout à l'heure, mais d'avoir les compétences nécessaires est important. Et on voit que la France, par rapport à d'autres pays, on y reviendra tout à l'heure notamment, mais a besoin de ces compétences directes ou indirectement liées à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'état des lieux du marché, si on se fait un petit focus en arrière par rapport à février 2020, on a 60,6% d'offres d'emploi en plus qu'à cette période. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà recruteur à l'époque, en 2020, comment était l'état des lieux du marché, si pour vous, c'était facile de recruter.
En gros, aujourd'hui, c'est forcément plus difficile. Donc, on est bien dans un marché candidat. Donc, on voit sur cette courbe qu'il y a une sorte de baisse de la hausse, mais on reste toujours sur un volume d'offres d'emploi très supérieur à cette période d'avant Covid. Et j'ai l'habitude de dire, voilà, il y a 60% d'offres d'emploi en plus, il n'y a pas 60% de candidats en plus. Et non, Donc, malheureusement. mécaniquement, si vous êtes recruteur et que vous avez le sentiment d'avoir plus de mal à recruter, ou que vos managers et vos patrons vous disent mais qu'est-ce que tu fous, je comprends pas, j'ai moins de candidats qu'avant, c'est normal. Vous pouvez lui sortir cette slide et vous pourrez la sortir sur vos métiers, vos secteurs d'activité pour montrer que c'est tendu et c'est compliqué. Une autre nouvelle importante, alors il y a la réforme des retraites qui a été mise en application en France et heureusement, quelque part sans faire de politique, parce qu'on voit que l'impact est très clair. Donc, en gros, grâce à la réforme des retraites, on est sur la courbe bleue. S'il n'y avait pas eu la réforme des retraites, on serait sur la courbe jaune. Donc, ce qui se passe, c'est que cette évolution du nombre d'offres d'emploi et donc l'inversion du rapport de force entre candidats et recruteurs va durer de façon durable. Donc, si vous êtes né comme moi en bas à gauche de ce tableau, on a toujours connu la même courbe démographique. Pour vulgariser, il y a toujours eu suffisamment de jeunes actifs qui arrivaient sur le marché de l'emploi pour venir aux besoins du marché de l'emploi. Okay. C'était aligné. Exactement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est valable pour la France, mais c'est valable pour toute l'Europe, c'est valable pour d'autres grands pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, etc. On est sur une population vieillissante. Donc, on a aujourd'hui une croissance qui est très faible. En France, 0,8% de croissance, et malgré tout, on a 60% d'offres d'emploi en plus. Donc, le nombre d'offres d'emploi supérieures n'est pas lié à la croissance pure et dure, globalement. C'est lié surtout au fait qu'il va y avoir de plus en plus de départs à la retraite et de moins en moins de nouveaux talents disponibles. Donc, on va être, pour des années, des décennies à venir, sur un marché de l'emploi qui va rester tendu. Donc, dites-vous bien que ce qu'on vit là n'est pas ponctuel. Ça va même s'aggraver, entre guillemets, se tendre encore davantage d'ici une quinzaine, une vingtaine d'années, parce qu'on n'aura pas assez de talent par rapport aux besoins dans chaque entreprise. Dis donc, Eric, c'est pas rassurant là. Si on pose un constat. La bonne nouvelle, c'est qu'on le sait. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On peut anticiper du coup. Exactement. Je vous ai mis cette slide de la DARES qui est assez parlante, qui montre en orange en fait tous les départs à la retraite prévus d'ici à 2030. Par typologie de métier. Donc vous allez sur le site de la DARES et vous pourrez retrouver ces infos. Et en rouge, les arrivées prévues. Si tant est que entre-temps, il n'y a pas un désaveu, un désamour aussi pour certains métiers. Si je prends le métier d'enseignant, par exemple, on voit que plus ça va, plus ça se tend. On a beau ouvrir les concours et abaisser le niveau d'exigence sur ces métiers-là, il y a un besoin de reconnaissance, de revalorisation aussi des rémunérations. C'était valable aussi, et c'est toujours valable pour les métiers du médical, comme les infirmières, par exemple. Donc, on voit que sur tous ces métiers-là, partout où vous avez un losange blanc en fait à droite, ça veut dire qu'il y a un déficit. C'est-à-dire qu'il y a plus de départs à la retraite que d'arrivées prévues. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ça veut dire qu'on navigue pas à vue. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus en disant oui, ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. On a quand même encore un taux de chômage en France qui reste élevé. On a aussi ce qu'on appelle le halo du chômage autour de ça. Donc, plein de gens qui ne sont plus inscrits au chômage, qui sont parfois un peu plus éloignés de l'emploi, mais qui ne sont pas des cas sociaux. C'est une femme qui revient de congé parental et qui a décidé pendant 3-5 ans d'élever ses enfants, par exemple. C'est très compliqué de revenir sur le marché de l'emploi. Elle n'est plus inscrite à France Travail, et pour autant, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Donc, il y a un réservoir de candidats qui existe. Par contre, de plus en plus, il y aura plus de candidats disponibles qui correspondent 100% aux compétences que vous avez demandées, et donc le gap entre votre exigence initiale et les compétences disponibles sera peut-être plus important qu'avant. Voilà, c'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Ok. C'est très clair. Je vois pas nécessairement de questions, si ce n'est la source, c'était la DARES. Et de toute façon, la présentation est téléchargeable et vous pourrez la récupérer. Il y aura toutes les sources dessus. Il y a juste Rita qui demande comment parer à ce gap alors. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est déjà éviter la fuite des talents. Donc, le premier sujet, c'est essayer de fidéliser, d'engager vos salariés. J'aime pas parler de rétention parce qu'on n'oblige pas quelqu'un à rester dans une entreprise. Non, mais de fidélisation, oui.
Ouais, voilà, de fidélisation, parce que si vous avez un turnover qui augmente, vous augmentez encore plus les problèmes de recrutement d'autre part. Et puis, il y a un vrai travail de fond à faire avec l'ensemble des managers de l'entreprise. Quand je parlais du degré d'exigence, c'est peut-être de revoir à la baisse le degré d'exigence de certaines fonctions en disant, OK, sur quoi je vais me concentrer, quelles sont les compétences vraiment indispensables, et puis quelles sont les compétences que moi, je vais devoir apporter. Et donc, c'est de miser peut-être un peu plus, on en parle là depuis longtemps, mais sur les soft skills, donc sur les savoir-être et la capacité d'un candidat à apprendre à s'adapter, plutôt qu'un candidat qui a toutes les compétences mais qui n'a pas le savoir-être. Et donc, il va falloir investir de plus en plus dans l'accompagnement, la formation, le tutorat et le mentorat. Avoir des recrutements plus inclusifs aussi. Donc, si vous n'aviez pas assez de femmes, recrutez plus de femmes. Si vous n'aviez pas assez de seniors, recrutez plus de seniors. On a sorti des études là-dessus. Beaucoup d'entreprises n'envisagent même pas de recruter quelqu'un qui a plus de 45 ans, encore plus s'il change de métier. Et pour le coup, on va avoir de plus en plus de seniors juniors, c'est-à-dire quelqu'un qui a 45 ans qui décide de changer de métier ou de secteur d'activité. 45, 50 ans, par exemple, il faudra lui laisser sa chance et investir autant sur lui en termes de formation qu'on le fait pour un jeune de 25 ans, par exemple. Ouais, il y a encore du chemin à faire sur ces aspects-là. Et alors, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Et avant même d'avancer dans le sujet de l'IA, moi, j'ai envie de poser une question à tous ceux qui nous écoutent. Alors, on va dire l'intégration de l'IA dans le recrutement, le fait de laisser s'immiscer l'IA dans le recrutement. Est-ce que, selon vous, c'est une opportunité ou une menace? Alors, c'est pas une question piège, c'est vraiment pour voir un peu les ressentis dans le chat. Je vous invite à donner votre avis. Je vois que ça arrive très vite. Il y a Wendy qui a dit opportunité, Christine opportunité, grosse opportunité pour certains. Écoutez, je m'attendais à voir davantage le mot menace, mais non, tout le monde est plutôt optimiste dans l'audience. C'est qu'on a les meilleurs. Voilà, on a la meilleure audience aujourd'hui, Eric. Non, opportunité, je vois que ça, voilà, à l'unanimité, je crois pas avoir vu passer une menace, mais voilà, ok. Bon, c'est bien, ça nous donne un peu une tendance. Les deux. Ah, on a quelqu'un qui nous dit les deux quand même. Mais c'est intéressant justement. Je crois que les éclairages que tu vas apporter aujourd'hui vont permettre peut-être de comprendre et de comprendre aussi pourquoi ça peut être perçu comme une menace finalement. Ouais, en fait, quand on pose la question, c'est le Washington Post, je crois, qui avait posé la question à notre PDG Monde, et la réponse a été oui, en fait. C'est à la fois une menace et à la fois une opportunité. Et ouais. L'IA, ça peut être extrêmement dangereux parce que l'IA est paramétrée par des hommes et des femmes qui ont des biais, conscients ou inconscients. Donc l'IA, elle est un peu bête et disciplinée. Elle apprend de ce qui se produit. On le voit sur les réseaux sociaux, par exemple, où si vous n'avez pas de la modération, un réseau social bête et discipliné va vous proposer uniquement ce que vous avez l'habitude de voir. Et donc, il n'y a pas d'esprit contradictoire. Ça peut être biaisé. Oui, c'est biaisé. Ça peut être très dangereux en politique. Ça peut être dangereux pour les jeunes générations qui vont voir qu'un certain type de contenu, qu'un certain type de message et pas de message contradictoire. Quand on fait des études supérieures, on vous apprend à avoir cette culture de la contradiction systématique. Et dans le monde des ressources humaines, ça peut être ça. Si l'IA basique se base sur vos habitudes de recrutement, je reprends l'exemple des seniors par exemple, vous n'avez jamais recruté de seniors ou jamais de femmes sur ce type de poste, par défaut, il va reproduire votre schéma. Si vous le paramétrez en disant un biais inconscient qu'on a tous, tel niveau de diplôme pour tel type de métier, est-ce que tel niveau de diplôme est vraiment indispensable pour occuper tel type de métier? La plupart du temps, non. Et donc, ça va créer des discriminations à grande échelle. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'OCDE qui a montré, je l'avais vu. Assez récemment, que le premier public impacté de façon négative par une IA mal paramétrée, c'était les femmes, justement. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Et en ça peut être une menace si l'IA n'est pas modérée, si elle n'est pas tempérée, et surtout si elle remplace complètement l'humain. Donc, la bonne nouvelle, on y reviendra tout à l'heure, c'est qu'on constate que partout où on utilise l'IA intelligemment dans le monde du recrutement, notamment, on gagne énormément en productivité. Oui. Parce que c'est ce que certains disent dans le chat d'ailleurs. Exactement. Si c'est pour faire gagner du temps, développer d'autres tâches avec de la valeur ajoutée, là oui, effectivement, c'est une opportunité en fait, si c'est bien utilisé.
C'est ça. Nous, on a l'habitude de dire, en fait, l'IA, ça peut être Terminator ou Iron Man. Donc, Terminator, c'est dans l'esprit de plein de gens, oui, ça va supprimer mon job, ça va remplacer mon job parce que mon job est automatisable par une IA. Nous, on pense que c'est tout le contraire, c'est plutôt Iron Man. L'IA, c'est l'humain augmenté. Il y a plein de tâches aujourd'hui. La plupart du temps, c'est des tâches basiques, répétitives, sans valeur ajoutée, qui représentent 30 à 70% du temps d'un recruteur. Si on vous libère ce temps-là, c'est du temps gagné pour avoir plus d'humain dans le recrutement. Donc, passer plus de temps à rencontrer des gens en face à face ou en visio, et tout ce qui peut être automatisable, du coup, peut l'être avec une IA intelligente, bien paramétrée. Mais il faut toujours qu'il y ait le regard d'un homme ou d'une femme derrière pour temporiser. Même chose avec ChatGPT, même chose avec Google historiquement. Quand on tape quelque chose dans un moteur de recherche, si on tape la mauvaise question, on a la mauvaise réponse. Si tout le monde tape la même question quand on est étudiant, qu'on fait un devoir, tout le monde aura la même réponse. Et donc, il faut une capacité d'analyse. C'est plus facile de trouver de l'information, mais derrière, il faut de l'humain pour personnaliser, analyser et surtout avoir la sensibilité qu'une IA n'a pas. Ouais, c'est très bien. Je vois dans le chat des personnes qui parlent de suppression de certains postes, mais ça se répond. Nos auditeurs, je sais pas si on peut dire ça comme ça, échangent entre eux et c'est intéressant parce que je vois qu'il y a des avis qui s'opposent. Mais alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur le webinaire d'aujourd'hui sur le sujet de l'IA. Alors, tu as plein de choses à nous partager. Ben voilà, dis-nous tout. Alors, en gros, ce qu'on veut dire à travers cette slide, c'est que tout va beaucoup plus vite qu'avant. On cite souvent cet exemple du moteur à explosion. C'est-à-dire qu'en gros, le maréchal Ferrand, à son époque, quand les voitures, les moteurs à explosion n'existaient pas, et sont arrivés, qui avaient les prémices de tout ça, le maréchal Ferrand avait le temps de terminer sa carrière et de dire à son enfant, ne fais pas le même métier que moi, puisque mon métier n'existera plus pour la génération qui suit. Aujourd'hui, on a parfois des développeurs qui commencent une formation de 2 ans. Au bout de 2 ans, leur formation est déjà obsolète. Donc, tout s'accélère. Et c'est pour ça que j'y reviens à ma slide du début sur le marché de l'emploi. C'est qu'il y a une nécessité absolue de formation permanente, continue, puisqu'en fait, ce qui va considérablement être modifié, ce ne sont pas trop les jobs en soi, mais c'est un certain nombre de tâches par job. Et donc, que ce soit dans les RH ou plein d'autres métiers, nous, on ne croit pas trop à la suppression pure et dure d'un métier à 100%. Par contre, il faut plutôt regarder par tâche quelles sont les tâches qui vont être impactées par l'intelligence artificielle. Et donc, pour certains métiers très manuels, ça va être 1, 2, 3%. Pour des métiers beaucoup plus intellectuels, donc plutôt l'école blanche, ça peut être 70, 80, 90% des tâches qui sont automatisables. Mais ça veut pas dire que ça remplace complètement le job. Et on l'a déjà vu dans plein de métiers aujourd'hui. Les fameuses caisses automatiques chez Decathlon, si vous les avez testées, qui sont magiques. Pas besoin de scanner vos produits, vous mettez tous vos produits en vrac dans la caisse. La caisse, elle vous donne le prix juste, le nombre d'articles. C'est assez hallucinant. Et pour autant, ça n'a pas supprimé des emplois, mais ça a transformé considérablement les emplois. Et par défaut, il y a beaucoup plus de gens disponibles pour vous accueillir, vous conseiller, que des gens en caisse, qui sont des métiers de plus en plus difficiles en plus à recruter sur des tâches répétitives et basiques. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que tout s'accélère beaucoup plus vite avec la digitalisation, avec l'IA. Ok, je pense que c'est très clair. Et c'est bien que tu aies clarifié ça sur la transformation des métiers, pas nécessairement leur suppression, parce que je vois que c'était un peu le sujet qui apparaissait dans le chat. Donc, tu vois, tu as répondu indirectement aux échanges dans le chat. Et ensuite, j'ai remis en perspective aussi ce qu'était l'IA. Ouais, ça, je pense que c'est important parce que moi-même, aujourd'hui, je suis la première à pas forcément comprendre clairement qu'est-ce qu'on comprend dans l'IA, en fait. C'est vaste. Ouais, là, on en reparle beaucoup. C'est devenu un mot à la mode. L'IA, ça existe depuis un demi-siècle. Et donc, je vous ai mis ici tout ce qui était utilisé dans l'IA et que vraisemblablement, vous, de façon consciente ou inconsciente, dans vos métiers, vous utilisez de façon directe ou indirecte. Soit directement en utilisant des outils consciemment, soit en vous appuyant sur des outils. Par exemple, si vous vous servez d'Indeed, eh ben, vous utilisez de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning et du LLM indirectement pour votre propre usage.
Donc, c'est pas nouveau. Là, on en parle beaucoup parce que on parle de ChatGPT, entre autres, sachant qu'il n'y a pas que ChatGPT qui existe en termes d'IA générative. C'est vrai, c'est ce à quoi on pense tout de suite généralement quand on parle Mais IA oui, mais la ces différence, dernières c'est années. que la plupart de ces fonctionnalités d'IA étaient plutôt liées à des techos, à des gens qui maîtrisaient le sujet. Mhm. Là, l'IA générative, en fait, elle est accessible à tous. Et c'est en ça où c'est nouveau, c'est-à-dire que tout le monde peut Ah jouer, oui. entre guillemets. Mm, mm, Chacun peut avoir la main, qu'on soit digital native ou pas du tout. On a tous envie de tester, mais une fois de plus, quand on va sur un moteur de recherche, il y a de l'IA derrière aussi. C'était moins conscient. Là, il y a de l'interaction, il y a même de l'interaction vocale aujourd'hui avec les nouvelles IA génératives. Ça existait déjà avec des outils comme Alexa, etc. Hein. On a oublié, mais il y a eu un début d'engouement aussi pour les mm, autres qu'on avait chez soi, à qui on parlait, allume la lumière, éteins la télé, etc. mhm. C'était aussi de l'IA interactive et générative. Donc voilà, donc l'IA, c'est pas nouveau. Vous l'utilisez de façon consciente ou inconsciente depuis des années sans le savoir. L'objectif aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que l'IA peut m'apporter, en quoi elle peut augmenter ma productivité, mon efficacité, et en quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des biais, conscients ou inconscients, et donc il faut que moi, humainement, j'ai des points de vigilance et des points de surveillance à titre individuel ou au titre de mon entreprise pour faire attention aussi à ce que l'IA va générer dans mon travail. Mhm. Mm. Très clair. Et l'IA, c'est bien, mais ça nécessite des données. Donc là aussi, il y a plein d'outils d'IA qui existent, mais si vous n'avez pas suffisamment de données, l'IA, elle est forcément biaisée. Quand vous commandez un sondage, quand vous regardez des sondages, si c'est sur un panel représentatif, entre guillemets, de 150 personnes ou de 3500 personnes, c'est pas du tout la même chose. Mhm. À l'IA, c'est pareil. C'est pour ça que je parlais d'Indeed tout à l'heure et que, en toute humilité, on a une vraie légitimité sur le sujet parce qu'on collecte énormément de données et ce sont des données propres. Donc, quand on utilise l'IA, si on l'utilise sur un panel qui est très faible et qui n'est pas représentatif, ça veut dire que mécaniquement, les résultats qui vous seront proposés seront biaisés. Donc, très important quand vous allez utiliser un outil d'IA, de regarder ce qui se cache derrière. C'est quoi la capacité de données qui sont analysées? Plus vous aurez de données, plus ce qui vous sera proposé sera pertinent. Et donc, important d'avoir ça. Sur Indeed, chaque jour, on collecte 300 terabits de données. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, moi, enfin, je me rends pas vraiment compte, je veux dire, tu vois, C'est difficile. physiquement, c'est dur de se faire une représentation, je trouve. Mais Alors, bon, déjà, quand tu vois Terra, en général, bon, ouais, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Physiquement, je ne sais pas si les gens arrivent à mesurer la volumétrie du nombre de livres qu'il y a à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Ouais. Donc, il y a 4 tours. OK. Il y a 30 millions d'ouvrages, en gros. Indeed collecte chaque jour 20 fois la BNF. D'accord, effectivement, Donc ouais, là, ça c'est parle. un peu plus matériel si on le met en nombre d'ouvrages, en nombre de livres. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est ce qu'on collecte tous les jours en termes de données. Donc ça donne un poids considérable. Mm. Donc en moyenne, à chaque fois qu'un utilisateur vient sur Indeed, entre ce qu'il va chercher dans le quoi, avec quoi il se connecte, qu'est-ce qu'il met en termes de mobilité géographique, est-ce qu'il rajoute des filtres, est-ce qu'il clique sur une offre ou pas, est-ce qu'il la regarde sans cliquer. On collecte un peu plus de 300 Mais ouais, données. tout est absolument traqué, en fait, Mais oui, le moindre clic. le moindre clic ou même quand il clique pas, en fait, la façon de scroller l'écran, Et vous aussi, ouais. aussi, nous, on va le prendre en considération. Donc, c'est à peu près 320 données comportementales différentes qu'on analyse à chaque fois qu'un utilisateur vient sur Indeed. Mm. Et on en vient au machine learning dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que soit tu es bête et discipliné, tu te crées un profil sur Indeed, par exemple, ou ailleurs, et tu dis, voilà, je suis un homme ou une femme, j'ai tel âge, j'ai tel métier, mon CV, c'est ça. Et une IA basique va raisonner uniquement par rapport à un persona. Donc, qui tu Mhm. es, quel âge tu as, où tu habites, qu'est-ce que tu as fait par le passé. J'ai à 16 ans fait un CAP de boucher, une IA basique, alors que tu n'as jamais continué dans la boucherie, va continuer à te proposer des métiers de boucher. Tu Ah, vois? ça vient de là. Exactement. Je suis en train de connecter le truc, là, je revis mes expériences sur différents job boards, dont Indeed, mais pourquoi je recevais encore des offres Et oui. par rapport à un poste que j'ai occupé il y a
15 ans et qui n'a plus rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, tu vois. C'est des réflexions qui peuvent intervenir. Et oui. Et donc, une IA intelligente, Indeed, par exemple, au début, va dire, OK, tu as un diplôme en boucherie. Je vais quand même te mettre en avant des jobs de boucher. D'accord. Donc, on va voir que jamais il a cliqué dessus, jamais il a scrollé même en s'arrêtant dessus. Ouais, Et ok. donc, on va se nourrir de l'expérience de l'utilisateur. Ouais, le Et comportement donc, va éduquer finalement derrière l'IA. voilà, sans jamais exclure, mais on va éloigner ces offres pour qu'elles soient moins visibles en Mhm. disant, bah, on voit ce qui t'intéresse le plus pour te proposer plus des jobs qui te ressemblent. Et donc, plus tu utilises l'outil, plus on comprend qui tu es, sachant que la recherche d'emploi, c'est comme dans l'immobilier, elle évolue dans le temps. Donc là aussi, si tu es hyper segmentant, c'est-à-dire que tu peux dire au début, ce type de job ne m'intéresse pas, mais si on les élimine d'office, en fait, ça ne veut pas dire que 3 semaines ou 3 mois après, ce job ne t'intéresserait pas. Ouais. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, c'est important d'avoir une bonne utilisation de l'IA. Mhm. Sinon, c'est hyper segmentant et hyper discriminant. Mhm. Très bien. Alors, il y a quelques questions, je les garde pour la fin. Ne vous inquiétez pas, parce que Okay. j'ai vu des choses passer, mais on reviendra sur la fin sur des questions qui sont restées en suspens. Je les mets au chaud. Je vous lis, mais je les mets au chaud. Donc, pour avancer, en gros, de toute Ouais. façon, vous aurez la presse, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est pour vous montrer en quoi faire du matching, c'est super compliqué. Vous avez à gauche toute la partie candidat. Donc, on va analyser en effet le CV, les qualifications, les comportements dont je parlais tout à l'heure, les évaluations, les préférences. Côté employeur, on va regarder le budget, les différents signaux, les préférences, les qualifications, les offres d'emploi. Et puis, on va regarder aussi ce qui se passe sur le marché. Donc, un recruteur qui va chercher, je sais pas, un job de commercial à Dijon, on va regarder aussi tous les autres recruteurs qui offrent des emplois de commerciaux et de faire des passerelles entre le degré d'exigence de l'employeur A par rapport à B, à C, voir l'intérêt des candidats pour ce type de métier, d'entreprise, de secteur d'activité. Donc, le ranking et le matching, c'est de la rencontre affinitaire. Et donc, c'est à la fois redoutablement efficace et en même temps super dangereux. C'est-à-dire que si tu proposes à un recruteur les mauvais candidats, il vient plus sur la plateforme. Et si au candidat, tu proposes les mauvais jobs, il vient plus sur la plateforme. Donc, le matching, c'est comme la rencontre affinitaire quand on veut rencontrer l'amour. C'est pareil. C'est très, très complexe et c'est beaucoup de données des deux côtés où on apprend à chaque fois l'un de l'autre pour essayer de proposer les meilleurs profils qui correspondent. Et dans ce matching, donc nous, on a d'un côté 350 millions de visiteurs uniques chaque mois dans le monde face à 30 millions de jobs. Donc notre force, c'est qu'on a la première source de candidats en global, mais aussi la première source de jobs. Donc c'est pour ça qu'en termes de qualité de données, ça permet d'avoir un matching plutôt efficace. Donc l'IA, on en parlait tout à l'heure, donc c'est le nouveau mot-clé à la mode. Donc on n'a pas fini d'en parler, mais c'est aussi très marketing et les médias s'en emparent parce que il y a de l'intérêt et ça fait de l'audience quand on génère de la peur. C'est pour ça quand on disait tout à l'heure menace d'opportunité, remettre les choses dans le contexte parce que si on dit que c'est qu'une opportunité et que tout va bien, ça n'intéresse pas trop forcément les médias, les journalistes. Et donc là, il y a beaucoup de buzz sur ça va détruire des emplois, même des cabinets de recrutement ou des cabinets d'audit et d'expertise. Quand on leur posait la question il y a 5 ans, ils disaient oui, c'est une menace principalement pour l'école bleue. Ces mêmes cabinets d'audit disaient aujourd'hui c'est plutôt une menace pour l'école blanc. Parfois, il y en a certains qui vont mettre des chiffres sur des destructions d'emplois. Certains se disent moi, je ne m'avance pas sur un nombre. Donc, on entend un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Il faut se calmer, prendre du recul et aller dans le concret de ce qu'est l'IA et de ce que sont les impacts pour vous au quotidien, aujourd'hui et demain. Et alors Eric, pourquoi la graphologie dans les mots qui buzzent? Là, je vois que il y a la graphologie qui apparaît et dans le chat, il y a quelqu'un qui dit quoi? La graphologie revient? T'as une idée pourquoi ça apparaît dans les mots-clés? Parce que à un moment donné, on se posait la question. Alors, c'est ce qui est ressorti en fait des thématiques dans le monde des RH. Et à un moment donné, avant l'IA, en fait, on se disait mais comment faire des recrutements efficaces. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se baser un peu plus sur des soft skills et pas uniquement sur le CV?
sur le comportement, sur le potentiel des candidats. Et donc, la graphologie est ressortie en disant, il y a eu un buzz à un moment donné sur la graphologie, en disant que D'accord. oui, ça marche avec des témoignages, etc. Alors, pour certains, c'est hyper scientifique, pour d'autres, pas du tout. Oui, c'est un sujet qui fait débat. Voilà, c'est de l'aide au recrutement. Ça contient quand même énormément de biais, la graphologie aussi. Donc voilà pourquoi la graphologie est D'accord, ressortie. je comprends mieux. Et parmi les croyances autour de l'IA, il y en a une qui est remontée justement dans les commentaires que je voulais te partager et que peut-être que tu y répondes. Saba disait beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas les moyens d'investir dans l'IA. Elles peuvent pas faire le poids. Elles peuvent pas faire le poids, je vais y arriver, face aux grands. Est-ce que, du coup, l'IA, ça concerne que les grosses entreprises? Bah non, et d'ailleurs, les plus agiles sont souvent les TPE et les PME en France, par nécessité. Et une fois de plus, investir dans l'IA, c'est pas recruter une équipe d'ingénieurs qui vont te fabriquer l'IA pour ton entreprise. C'est t'appuyer sur des outils qui vont t'aider au quotidien. Donc, en effet, si tu veux concurrencer à Indeed demain, par exemple, tu décides de créer un métamoteur de recherche, le premier site de matching au monde, tu es face à un concurrent qui a 20 ans d'expertise, et on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de jobs, beaucoup de candidats, ça va te coûter très cher, ça va être très compliqué, c'est pas gagné. Donc, tu t'appuies sur Indeed. Et Indeed, tu peux l'utiliser en gratuit ou en payant. Et il y a plein de sites comme ça où déjà en gratuit, tu peux utiliser des solutions d'IA. Donc, essayez de vous renseigner parce qu'on n'a souvent pas conscience de tous les outils, toutes les solutions qui existent aujourd'hui en termes d'IA, et il y en a beaucoup. Et honnêtement, toutes les solutions ne sont pas forcément extrêmement coûteuses, d'une part. Et deuxième part, il faut raisonner sur un ratio coût-investissement, retour sur investissement. Dans le monde des RH, souvent, on a du mal à investir. Et j'en ai conscience. Hein, quand vous dites il me faut plus de budget, si vous ne mettez pas des KPI au-dessus, bah, votre patron, il a du mal à comprendre quel est l'intérêt d'investir plus. Donc, il faut avoir cette culture du ROI en disant, oui, mais là, j'ai besoin d'investir ça pour avoir ça. Si je ne fais pas ça, je perds tant. Si j'investis tant, ça me rapporte tant. Donc, il y a cette culture héroïste qui sera indispensable pour les années à venir parce que, comme je vous l'ai montré, ça va être de plus en plus difficile et donc de plus en plus coûteux de recruter des talents. J'ai juste, Eric, une dernière question avant d'avancer sur le matching, parce que tu parlais du matching juste avant. Il y a Wassila qui demandait comment prenez-vous en compte les soft skills des candidats ou comment les soft skills sont déterminés en fonction de l'expérience? Justement, quand on dépose une offre sur Indeed, vous avez un système intelligent qui vous propose, par rapport à ce qu'on constate dans la globalité des offres et dans la totalité des candidats, les compétences et les aptitudes possibles et valables pour un certain nombre de métiers. Donc, nous, on fait de la préconisation par rapport à l'existant. C'est-à-dire qu'on va voir que sur tel métier, on se rend compte que régulièrement, il y a telles aptitudes qui existent dans les CV des candidats ou qu'on retrouve globalement chez des concurrents recruteurs cette aptitude qui est réclamée régulièrement. Et donc, on va dire que c'est un soft skills qui est demandé et qui est important. Et après, le recruteur a libre choix de le valider ou de ne pas le valider. D'accord. OK. Bon, j'ai vu des questions passer sur les annonces, mais on y viendra après. Je pense que tu as prévu de parler des annonces. Ça marche. Je garde au chaud. J'en garde au chaud encore. Vous inquiétez pas. On va revenir dessus après. Ça, c'est juste pour vous montrer, la France est en retard par rapport à d'autres pays. Alors, on est souvent un peu en retard. La France, par contre, on réagit beaucoup plus vite que d'autres. Donc, souvent, les tendances, elles viennent de l'Amérique du Nord, arrivent en Europe du Nord, puis en Europe centrale, Europe du Sud, où la France se situe. Donc, on arrive en Europe souvent un peu après la bataille, c'est-à-dire qu'on est un peu moins réactif que les Anglais ou les Allemands, par exemple. Par contre, on sait réagir très vite. Donc, en France, il y a toujours une espèce de méfiance, comme le télétravail. On regarde ce qui se passe ailleurs, mais on n'est jamais trop les pionniers, quoi. Puis une fois que ça marche et qu'on a testé, hop, on accélère. On observe. On observe, on aime bien observer en France. On a toujours du mal à prendre des risques. On n'a pas la culture vraiment du risque. Alors là, on se focalise uniquement sur la compétence IA qui ressort dans les offres d'emploi, mais c'est quand même assez révélateur de se dire que finalement, il y a peu d'entreprises
on voit que ça évolue un peu, mais on se retrouve au même niveau que 2022, 2021. Donc, on n'est pas sur un déploiement très fort de Mhm. compétences IA qui sont recherchées, alors qu'il faudrait, ne serait-ce que la modération dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, quand ChatGPT est arrivé, dans plein d'entreprises, les gens se sont mis à faire des comptes rendus de réunion dans ChatGPT. Mhm. Et donc, ont mis du contenu confidentiel des entreprises dans un outil externe. Et oui. Et oui. Et donc, de ne pas avoir dans une grande entreprise quelqu'un qui veille à ça, qui accompagne les collaborateurs. Et pour le coup, c'est pas forcément une compétence IA, mais c'est de dire, je vais gérer les conséquences que l'IA peut avoir sur mon entreprise, l'IA générative, entre autres. Et donc, ne serait-ce que d'avoir ce mot-clé dans une offre d'emploi en termes de compétences ou de tâches qui va être demandées, fait qu'on devrait le voir ressortir davantage. Voilà, c'est un D'accord. exemple parmi tant d'autres. Mhm. Non, mais c'est intéressant. C'est révélateur, ça en dit long aussi. Exactement. En termes de sondage, donc on fait régulièrement des études. La donnée ne montre pas tout, donc on fait régulièrement des enquêtes françaises et au niveau mondial également. On voit qu'aujourd'hui, 85% des recruteurs interrogés utilisent les IA. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mm. De façon consciente ou inconsciente, ça fonctionne. On voit qu'il y a quand même un usage régulier. Donc, côté Oui, candidat, eux, ils sont oui. 62% à les utiliser D'accord. et quasiment un tiers la redoutent. Donc, conscient des biais que ça peut avoir en termes d'exclusion aussi, qu'une IA mal paramétrée, ce dont je parlais tout à l'heure, peut contenir certains dangers. Mm. Est-ce que ça vous surprend dans l'audience, le 85%? Parce que moi, ça me surprend pas tant parce que je participe beaucoup à d'événements et euh, dès qu'on parle IA, la question elle vient souvent et je vois beaucoup de recruteurs qui lèvent la main, qui disent oui, oui, moi j'utilise. Alors c'est souvent ChatGPT qui revient sur la table parce qu'on pense à ChatGPT, mais je vois Rita a dit non, je suis pas étonnée. Bon bah oui, finalement. Pas un gros étonnement et puis en plus, comme tu disais, finalement on l'utilise sans s'en rendre compte en plus. Donc finalement. Et les façons Et les plus simples, justement. voilà, d'utiliser les systèmes d'IA. Donc, ce qui ressort en premier, c'est résumer, analyser des CV. Donc, Ok. un outil de screening qui est quand même assez efficace. Là aussi, il peut y avoir des biais parce que, alors, c'est pas nouveau, moi, ça fait des années que j'entends, mais certains disaient, moi, je fais un CV avec des mots en blanc et des hashtags en blanc pour Ah oui, je me rappelle de cette ressortir en tendance-là. Ouais, ouais, je m'en souviens. Là aussi, tu as des IA basiques qui n'apprennent pas de leurs erreurs et qui vont continuer à reproduire le même schéma et te Mhm. faire ressortir des CV où le gars a mis les bons mots-clés qui vont bien en nombre pour ressortir. Et puis, tu as des IA intelligentes qui disent, bah voilà, si je vois qu'il y a plus de 3 fois tel mot-clé ou telle compétence qui ressort, il y a un désir d'améliorer son ranking, etc. C'est mauvais, donc je mets des garde-fous en Ah place. oui, j'avais Ah pas oui, pensé à ça. bah oui. D'accord. Des exemples très Mais concrets. c'est cruel Oui, pour le candidat qui croit bien faire. eh oui, mais bon, c'est une Eh façon ouais. de truander aussi, tu vois. Donc, bon, il faut des garde-fous, quoi. Comme quoi, il faut éduquer aussi les candidats à ça. Ouais, faut éduquer, il faut expliquer. Ouais. Nous, on dit toujours chez Indeed qu'il faut vraiment être le plus transparent possible sur le processus de recrutement. Ne pas hésiter à dire, dès l'offre d'emploi, quand vous postulez chez nous, c'est d'abord un outil qui va nous aider à sélectionner les profils. Mhm. Et de donner aussi le temps. Donc, peut-être que voilà, vous allez recevoir une réponse automatique. Certains l'ont mis d'ailleurs, certaines entreprises, en disant je suis un bot, je vous réponds que votre candidature est bien rentrée dans le tunnel de conversion de candidature. Et d'ici une semaine, un véritable humain va consacrer du temps à analyser votre candidature. Plutôt que d'essayer de faire croire que c'est un humain et d'avoir une réponse automatique le dimanche matin, 7 heures du matin, alors que vous avez Ouais. postulé samedi soir à 22 heures. Ouais. Après étude approfondie de votre candidature, nous sommes au regret de vous annoncer que. Oui, bon, les candidats, ils sont pas dupes, hein. Ouais, mais c'est hyper déceptif. Donc, soyez le plus transparent possible et Ouais. n'hésitez pas à dire ce qui relève de l'humain et entre guillemets de la machine aussi dans le processus Ouais, de. ouais. Voilà. Sur la partie analyse des CV, il y a Chloé qui demande quelles IA permettent d'analyser les CV. Mais moi, je pense aux ATS déjà, l'ATS qui récolte la candidature. Il y a l'ATS, il y a Ils plein sont d'outils équipés. de screening externe et puis il y a Indeed aussi
qui vous permet d'analyser les CV. Accessoirement. Accessoirement, puisque on a lancé une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire qu'avant, historiquement, si vous cherchiez un CV dans la CV Tech Indeed, donc on a plus de 11 millions de CV en France, il fallait faire une recherche. Comme un candidat cherche un job, un recruteur va chercher des candidats. Oui. Donc, il va taper ce qu'il cherche, où il le cherche, tout un tas de filtres. Aujourd'hui, on va proposer directement, sans que vous ayez besoin de faire des recherches, les CV qui correspondent, qui sont dans notre base, à votre job. Au regard, justement, du machine learning, de toute l'expérience qu'on a, en disant, lui, il est en recherche active parce qu'on voit que sur les 3 dernières semaines, il a regardé des offres. On voit qu'il est intéressé par votre zone de mobilité géographique, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver à Nantes avec un candidat qui est a priori basé à Grenoble, que vous n'auriez peut-être jamais reçu si vous vous basez uniquement sur un outil de screening de CV qui va vous dire, en fait, il est hors zone géographique. Mais celui qui est à Grenoble, on ne sait pas, peut-être que sa petite copine habite à Nantes et qui veut vraiment travailler à Nantes. Et nous, on sait que même basé à Grenoble, il cherche des jobs à Nantes. Mais ça ne ressort pas forcément dans son CV. Voilà, c'est un exemple. Ça, c'est tout. On ne peut plus rien cacher. Et il y a Angélique qui pose une question hyper intéressante parce que c'est effectivement une croyance que j'ai déjà vue passer et ça m'intrigue moi aussi. Tu sais, il y a une légende qui dit que les CV qui sont faits sur Canva peuvent pas être reconnus et lus par les outils. Alors, je sais pas si c'est une croyance dont tu as déjà eu écho. Est-ce que ça s'avère vrai? Ouais, c'est vrai. Par certains outils, ils sont pas reconnus, ouais, absolument. Moi, je me souviens quand je faisais encore du recrutement à l'époque, je sais qu'on recommandait aux candidats de déposer leur CV en format Word pour que notre ATS puisse bien lire le CV, tu vois. Ouais. On déconseillait le PDF. Ouais, Alors, vrai. est-ce que ça vient du format PDF ou est-ce que ça vient vraiment de l'utilisation de Canva? C'est l'utilisation de Canva, un principe de d'accord. base que je crois, ça a été dit tout à l'heure. Et enfin, en termes de visibilité, tu as certains outils de screening qui n'arrivent pas à lire en fait un certain nombre d'informations. Donc, moi, je dis toujours, avoir un beau CV, c'est sympa. Mais en fait, pour un recruteur, quand tu reçois 300 CV, tu as 300 formats de CV différents avec des couleurs différentes. C'est compliqué, humainement. Pour une machine, c'est compliqué aussi. Tu vas avoir des présentations qui sont faites de façon différente. Et donc, une machine pourra le faire plus vite, plus rapidement. Mais en effet, tu peux avoir, à travers certains outils, des CV qui passent à la trappe parce que le contraste de couleurs ou des PDF, des choses sont difficilement lisibles, voire illisibles pour certains outils. Donc, moi, je dis toujours, en fait, quand tu postules quelque part, l'idéal, et nous, sur Indeed, on peut prendre les CV, on peut déposer son CV, mais on redemande aux candidats de se refaire un CV idéalement. Et le CV, il est basique. Souvent, les gens nous disent, le CV Indeed, il est moche. En fait, on ne cherche pas à ce qu'il soit beau. C'est qu'il soit. En fait, c'est la standardisation qui est importante. Exactement, il faut qu'il soit efficace. Et après, quand tu reçois le candidat en face à face, demande-lui de venir avec son beau CV PDF réalisé sur Canva avec les belles couleurs que tu gardes un peu comme un portfolio qui est joli, qui est une belle carte de visite. Mais ce qui t'intéresse, toi, en tant que recruteur, et ce qui intéresse le candidat, c'est d'avoir un entretien avec le recruteur et que les compétences que tu cherches matchent avec les compétences qui ressortent bien dans mon CV. Donc, la simplicité, parfois, c'est mieux que de faire trop beau. Voilà. Oui. Et alors, je suis désolée, il y a plein de questions. Le temps défile, il y a plein de questions, mais moi-même, j'ai envie de savoir les réponses. Alors, Eric, il y a Chloé qui dit, alors, Indeed analyse les CV qui sont dans la CV Tech, certes, mais est-ce que ça analyse aussi les CV qui sont reçus en candidature à une offre? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, alors en fait, soit le candidat... Parce que le candidat, il peut déposer son CV sans forcément candidater, tu vois, sur la CV Tech de Indeed. Oui, alors en fait, avant, il n'y avait pas d'obligation de se créer un compte sur Indeed, avant la RGPD. La RGPD a modifié les choses, d'où le fait qu'on vous demande partout d'accepter les cookies, etc. Et nous, en fait, on a récupéré beaucoup plus de données depuis la RGPD parce que les gens sont obligés de se créer un compte pour postuler. D'accord ? Par contre, tu peux te créer un compte sans avoir de CV sur Indeed. D'accord. Donc, on va analyser un certain nombre de données, mais pas autant de données que s'il avait le CV. Donc, on va analyser sur quel type de job il postule, sur quel type de fourchette salariale, sur quel type de zone de mobilité géographique. Donc, on va quand même collecter un certain nombre de données, mais pas autant de données que si on avait ça plus son CV. D'accord, ok. Voilà. Ok.
Je te laisse poursuivre. Du coup, mais c'est chouette. Il y a beaucoup de questions, il y a de la curiosité. Ouais, ça éveille la curiosité. Et donc, en termes de ratio, je vais passer assez vite. De toute façon, la presse, vous l'aurez après. On a en effet Yes. 30% des candidats qui disent avoir peur de l'IA. Donc, souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est souvent nouveau. C'est souvent obscur aussi pour les candidats. C'est-à-dire qu'ils se disent, il y a de l'IA dans le recrutement, mais du coup, je ne sais pas ce qu'elle fait, l'IA. Donc, c'est une espèce de machine qui va penser à la place d'un humain. Déjà, quand il n'y avait pas l'IA, je galérais à avoir une réponse de la part d'un recruteur. Je galérais à avoir un entretien. Si en plus on met une machine là-dedans et que je suis une femme, je sais que je suis déjà discriminé, que je suis un jeune de moins de 25 ans, que je suis un senior, que je suis issu de l'immigration, tatati tatata, ces publics-là ont peur, entre guillemets, que une machine puisse accentuer ces biais. Donc on vous a mis ici un certain nombre de verbatim qui en découlent. Très bien. Donc l'IA est une opportunité. Donc nous, notre rêve, chez Indeed, c'est notre ambition, et donc on développe la technologie pour ça, c'est qu'on puisse, côté candidat, en un clic, avoir un entretien avec un recruteur, et côté recruteur, en un clic, avoir le bon candidat. Potentiellement, la technologie, elle permet de le faire. Par contre, il y a tout un tas de biais, et il y a tout un tas d'habitudes à changer. Côté candidat, les inciter à postuler uniquement aux jobs sur lesquels ils ont un maximum de compétences qui matchent, pour éviter aux recruteurs d'avoir des fois des candidats qui ne correspondent pas du tout, qui n'ont rien à voir avec la SMOUL, comme je dis. Donc, c'est d'obliger ou d'inciter très fortement un candidat à ne pas postuler à une offre. Et donc, ça, aujourd'hui, on le fait en mettant du vert ou du rouge, en disant, attention, tu veux postuler à tel job, mais telle compétence, tu ne l'as pas, tel soft skills, tu ne l'as pas, tel et tel critère, tu ne l'as pas. Donc, si tu veux postuler, on ne t'interdit pas de postuler, mais warning. Et pareil, côté recruteur, l'objectif, c'est de proposer moins de candidats, mais des candidats qui correspondent mieux, de qualité, pour obliger les recruteurs à répondre aussi aux candidats. Donc, c'est un vœu pas pieux qui existe, une véritable ambition. Nous, on est convaincus qu'on va réussir. Et si on regarde en 20 ans, on a déjà considérablement aidé à améliorer la qualité et la rapidité des processus de recrutement et de candidature des deux côtés. Mais il faut que les hommes et les femmes en aient envie. Ce qui change aussi, donc côté candidat, ce que veulent les candidats aujourd'hui, c'est aidez-moi à trouver un emploi qui correspond à mes compétences et préférences avec des employeurs réactifs. Donc, la jeunesse d'Indeed, au début, c'est juste je veux voir tous les jobs. Et on était sur un marché plus favorable aux recruteurs qu'aux candidats. Aujourd'hui, les candidats disent je ne veux pas forcément voir tous les jobs, je veux voir les jobs qui me correspondent réellement. Et surtout, quand je postule, je veux avoir une réponse. Et donc, notamment, nous, on va analyser toutes ces données et à budget équivalent ou même en gratuit, on va mettre beaucoup plus en avant un employeur qui est bien noté, qui a une bonne marque employeur et qui répond rapidement et à un maximum de candidats. Celui qui est bien noté mais qui répond quasiment jamais, même s'il met beaucoup de budget, par exemple sur Indeed, sera moins visible qu'un employeur réactif. D'accord. Et côté recruteur, ce que les recruteurs veulent aussi, c'est des candidats qui correspondent à mes critères, avec aussi des candidats réactifs. Donc, un challenge qui est pas si simple à relever. Je termine rapidement, comme ça on pourra passer du temps sur les questions. Oui, il y en a quelques-unes. Donc, on a près de 70% des responsables RH interrogés qui estiment que les systèmes, les outils d'IA permettent de se concentrer davantage sur les aspects plus humains de leur travail. Ça rejoint ce qu'on se disait au démarrage. Exactement, mais ces études, on les fait régulièrement. On n'avait pas la même chose il y a un an. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une vraie prise de conscience aujourd'hui de se dire, en effet, l'IA est plus une opportunité qu'une menace. De plus en plus de fonctions RH ont testé des outils d'IA et se sont rendus compte que, en effet, ça aidait, ça faisait gagner en productivité. Nous, on a un système, par exemple, chez Indeed, qui permet d'automatiser la prise de rendez-vous, etc. On peut faire gagner 70% du temps d'un recruteur. Donc, en fait, il n'a plus à screener les CV, à sélectionner les CV, à convoquer les gens, à rappeler les gens. On s'occupe de toute la phase amont. Le recruteur dit, moi, je suis dispo tel jour de telle heure à telle heure. Je veux telle typologie de candidat. Je mets des questions filtres. Indeed fait tout le travail en amont. Et le jour J, tu as les candidats qui arrivent, un peu comme Doctolib. Je suis médecin, je ne m'occupe plus de la prise de rendez-vous. C'est un outil qui le fait à ma place. Et je sais le matin que mon agenda est plein de telle heure à telle heure et je vais avoir tant de patients. C'est exactement la même logique.
Et on a 75% donc des professionnels interrogés qui considèrent que l'IA va les rendre plus productifs. Et là, il y a un véritable enjeu de productivité où la France est en retard par rapport à d'autres pays. Et donc, il faut vraiment accélérer là-dessus parce qu'on perd en productivité depuis 2 ans, entre autres à cause d'une sous-utilisation d'outils d'intelligence artificielle qui permettent vraiment d'aller plus vite, d'être plus efficace. Rapidement, mais vous l'aurez dans la presse et puis vous aurez accès au replay pour vous montrer l'IA concrètement sur Indeed, quelques exemples. Quand vous tapez, que vous soyez candidat ou recruteur, vous tapez infirmier par exemple, on va faire ressortir les mots-clés les plus parlants. Donc infirmier ressort infirmier homme-femme, stagiaire infirmier, infirmier coordinateur, infirmier intérimaire, stage étudiant infirmier. C'est des suggestions Liées qui aux sont mots-clés générées, liées. D'accord. C'est comme quand je vais sur Google et que je commence une Exactement. recherche, ça me donne des suggestions. En fait, c'est parce que ça a été beaucoup recherché. C'est le même principe. Exactement. Alors là, ça D'accord. paraît évident de dire, oui, je tape infirmier, le premier mot-clé qui ressort, c'est infirmier. Ouais. Il y a 3 ans, c'était pas infirmier qui ressortait quand on tapait infirmier. D'accord. C'était IDE. Ah. Parce que les candidats, IDE, c'est infirmier diplômé d'État. Ok. Et les candidats, c'était leur langage, tapaient davantage IDE dans leur recherche, infirmier. Donc, quand un recruteur tapait infirmier, on proposait en premier IDE, qui est le langage du candidat. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres d'intelligence artificielle qui dit, on regarde aussi quels sont les mots-clés, le langage des candidats, et toi, recruteur, on te suggère de te rapprocher le plus possible des mots-clés tapés par les candidats pour que ça matche, par exemple. On va te proposer donc des options par rapport à ce qui décrit le mieux le poste de travail, donc tu auras un certain nombre de compétences. Le lieu géographique aussi. On te préconise de mettre le lieu géographique le plus précis possible parce que ça génère une map. Et quand tu es candidat, il y a plein d'endroits que tu ne connais pas forcément. Et donc, si tu as du mal à te projeter, tu ne vas pas. Tu ne cliques pas quand tu as le choix avec 300 offres d'emploi. Par contre, si tu as une adresse précise et que tu as une map qui s'affiche, comme quand tu choisis un resto ou un hôtel, tu dis, je ne sais pas trop où c'est, je vois à peu près, mais je vais mettre combien de temps pour y aller? Est-ce que je dois y aller en voiture? Est-ce que je peux y aller en transport en commun? Quand tu as ça, tu cliques sur la map et hop, tu as tous les liens. Tu sais que tu peux y aller en métro ou en vélo. Et donc, le candidat se projette un peu plus. On va faire des recommandations intelligentes. Donc, infirmier santé au travail, là, par exemple, type de poste, on va te suggérer ce qu'il faut mettre. Donc, on va te demander de choisir. Et les horaires de travail aussi, par rapport à ce qui est demandé aussi aux candidats. Donc, il y a plein d'infos où vous n'avez pas forcément le réflexe d'indiquer les horaires de travail. Là, on va te dire, OK, pour des infirmiers, par exemple, et tu n'auras pas du tout les mêmes propositions pour d'autres métiers. Est-ce que c'est des horaires flexibles? Est-ce que c'est du travail en journée, en semaine? Est-ce qu'il y a du travail de nuit, de week-end, etc. C'est des éléments extrêmement importants pour les candidats. Et en termes de salaire, on va te dire, par métier, on va analyser ce qui se passe par rapport au bassin d'emploi aussi, donc tous les salaires pratiqués par l'ensemble. C'est quoi la moyenne des salaires qui ressortent sur ce métier, sur ce bassin d'emploi, pour t'aider à proposer un salaire dans cette moyenne et te rassurer en disant, tiens, moi, je vais être un peu plus compétitif, mieux disant, ou si je suis plutôt dans la moyenne basse, il faut peut-être que je mette un peu plus en avant les avantages que je propose ou l'ambiance au travail, etc., etc. Et on va donc te recommander un salaire par l'IA. Et donc, ça va matcher aussi vis-à-vis des candidats davantage, parce qu'eux, ils mettent une fourchette de salaire. Et oui. Donc, on te dit quels sont les salaires les plus demandés par les candidats. Et si toi, tu es dans cette même fourchette, ça ressortira en vert comme correspondant efficacement entre l'offre et la demande. Et on va te recommander un budget aussi. Donc, le budget, au lieu de te casser la tête, il faudrait que je mette combien pour être visible, pour être efficace. Et par rapport à chaque métier, entre l'offre et la demande, ça évolue tout le temps. Par bassin d'emploi, par métier, tu vas avoir un budget recommandé qui va te dire si tu mets tant, tu vas être plus efficace. Sachant que le budget sur Indeed, je termine juste là-dessus parce que c'est pas trop le but de faire uniquement la pub d'Indeed, mais pour comprendre comment ça fonctionne, le budget sur Indeed ne se dépense que si des candidats cliquent sur postuler. Donc, si vous mettez 100 € par exemple, et des candidats cliquent sur l'offre, mais sans cliquer sur postuler. Ah oui, c'est récent, non? J'ai vu il y a quelques mois, ça fait un peu le buzz. Alors, on a toujours été sur un modèle au coût par clic. Donc, Ouais. le budget se dépensait déjà que si des candidats cliquaient sur l'offre d'emploi.
C'était déjà un début d'engagement de la part des candidats. Mmh. Mais on nous reprochait des fois de dire, ouais, mais des fois, des candidats cliquent et ne correspondent pas du tout à ce que je recherche. Mmh. Le candidat clique sur postuler, c'est un engagement plus fort. Donc maintenant, le budget ne se dépense que si des candidats ont un début de processus de candidature. Ça, c'est fort comme C'est nouvelle hyper approche. encourageant pour nous et c'est Ouais. plus qualitatif pour vous, quoi. Mmh. Mmh. Et je terminerai juste là-dessus. Donc, vous pouvez faire le test gratuitement. Donc, on s'est couplé à ChatGPT pour répondre à une question que j'avais vue dans le chat un Oui, peu plus tôt. justement. Voilà, comme ça répondra à la question. Donc, pour vous aider à faire une offre d'emploi idéale, il y a à la fois l'intelligence de ChatGPT et il y a surtout toutes les données propres à Indeed qu'on mettra jamais et qu'on donnera jamais à ChatGPT ou à d'autres. Donc, le mix des deux va faire justement toutes ces préconisations et donc va vous aider à faire une offre d'emploi idéale, en tout cas la plus efficace possible. Mmh. Et on voit que quand vous suivez ce modèle sur Indeed, avec le mélange de la donnée Indeed et de ChatGPT, on a 55% en gros de chances d'avoir plus de candidats que si on le fait tout seul dans son coin ou si on le fait uniquement sur ChatGPT, par exemple. Voilà. Donc, vous avez tout un tas d'articles et d'infos que vous pouvez retrouver sur ce lien-là. Et bien sûr, on est à votre dispo pour vous fournir toutes les informations nécessaires si besoin. Alors moi, j'avais relevé quelques questions, mais bien évidemment, si des personnes se disent moi, je suis frustrée, je voulais parler de ça et on n'a pas pu, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers Indeed et Eric. Les gens peuvent te contacter aussi ou ouais, allez, on peut te trouver sur LinkedIn et te poser des questions. Alors moi, j'ai relevé quelques questions très aléatoires, mais par exemple, Marie-Noël disait, est-ce que c'est possible de repérer les lettres de motivation rédigées avec ChatGPT? Mais déjà, moi, la question que je me pose, c'est qui demande encore des lettres de motivation? Là, je taquine. Et t'as raison, je me redis la même chose. S'il vous plaît, chers amis recruteurs, arrêtez de demander une lettre de motivation au début du process de candidature en disant que vous aurez les candidats les plus motivés. On a fait tout un tas d'études et moi, je sonde régulièrement les candidats. La plupart des candidats font un modèle avec ChatGPT, etc. Donc, ça n'a pas de sens. Et quand quelqu'un passe vraiment du temps à le faire avec du cœur, plus de 80% des recruteurs me disent eux-mêmes, en fait, je la lis jamais, c'est un Mais moyen bien de sûr, ça se sait dans le milieu, on le sait bien que voilà. on n'est pas tant à lire. De dire, après un premier entretien, en Ouais, je suis vidéo par complètement téléphone, d'accord. tiens, je vous invite à un entretien tel jour à telle heure. Venez avec une lettre de motivation pour me dire ce que vous avez compris du poste et en quoi doit vous choisir vous, ou alors posteriori à l'entretien. Ça a du sens et le candidat va y mettre un peu plus de cœur. Mais en moyen de sélection avec le CV, s'il vous plaît, arrêtez, quoi. S'il vous plaît. Je suis d'accord. Et alors, question Chloé qui disait, est-ce qu'il y a des exemples d'outils pour optimiser la productivité dans le je vais pas y arriver. La productivité dans le recrutement, on a évoqué à plusieurs reprises ChatGPT. Moi, je suis des recruteurs sur LinkedIn qui l'utilisent fréquemment. Je pense à quelqu'un comme Élie Toupard, par exemple, qui utilise ChatGPT pour rédiger, enfin, s'aider à rédiger ses annonces, s'aider à rédiger des messages d'approche pour contacter des candidats sur LinkedIn. Enfin, c'est un super outil à tester. Enfin, après, il faut se familiariser avec l'outil, mais il y a plein de personnes qui prennent la parole sur ce sujet-là, des tutos. Je pense que c'est déjà un outil intéressant à exploiter, ChatGPT. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, après, il n'y a pas que OpenAI, il y a des concurrents et il y a même des concurrents aujourd'hui plus efficaces que ChatGPT et qui font la même chose. Il y a aussi des boîtes françaises. Voilà, donc renseignez-vous, abonnez-vous à des pages, à des newsletters, parce qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Ce serait simple, très compliqué là d'être court et synthétique. Quand je parlais de formation tout à l'heure, ça fait partie des sujets où il faut que vous consacriez un peu du temps, un peu tous les jours ou toutes les semaines, à vous intéresser à ces sujets-là pour voir ce qui fonctionne, tester par vous-même. Voilà. Ouais. Très bien. D'autres outils, demande Claire. Alors, juste petite parenthèse, au mois de juin, avec Culture RH, on va avoir un webinaire qui va à nouveau parler de l'IA. Alors, plus orienté sur la sphère compétences, mais ça fera partie des sujets qu'on abordera au mois de juin, notamment des outils qu'on peut utiliser dans les RH, sur les sujets compétences, etc. Donc, si certains d'entre vous ont été intrigués par l'IA et qui aimeraient voir une autre dimension que celle du recrutement, rejoignez-nous, ça se passera
le 6 juin. J'en profite pour le préciser. Je pense qu'on arrive au bout du bout. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de rentrer en contact avec Eric si jamais d'autres questions sont restées en suspens. Le replay vous sera transmis automatiquement à l'issue de ce webinaire. Hein. Voilà, vous le recevez dans votre boîte mail automatiquement. Je sais pas si tu voulais peut-être un petit mot de la fin, Eric, avant de se quitter, pour conclure tout ça. Le temps passe vite en bonne compagnie. Donc, ça passe trop vite. On devrait faire des webinaires de 2 heures, 4 heures. Non, après, c'est trop long. On perd non, en fait, il faut en faire plusieurs. Non, n'hésitez pas à interagir avec moi, en effet, pour poursuivre la discussion. Soyez curieux, soyez malin et soyez héroïste. Voilà, c'est vraiment les messages que je veux vous donner. Testez, n'hésitez pas à tester des choses. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Et puis, chacun va s'approprier des outils différents. Donc, pour une même fonction, même taille d'entreprise, entre une personne, une autre, une structure et une autre, c'est pas forcément les mêmes outils qui fonctionneront. Donc, voilà, essayez de tester. Il y a déjà plein de choses qui existent en gratuit. Soyez curieux et puis challengez aussi les prestataires en disant voilà ce dont j'ai besoin. Avant de signer un engagement sur 2 ans, faites des tests sur 3 mois, quitte à demander un budget. Au moins, vous n'êtes pas trop contraint. Puis ça vous permet de mesurer l'impact que ça peut avoir déjà en très peu de temps. Voilà. Top, merci à toi. Prochain rendez-vous donné, moi je vous retrouve le 30 mai pour un webinaire qui sera dédié à l'EVP, proposition de valeur employeur dédié au secteur tech, IT. Donc ça se passera le 30 mai. Et puis le 6 juin, il y aura donc ce fameux webinaire à nouveau sur l'IA orienté compétences. Pour retrouver les sujets, vous pouvez aller sur le site de Culture RH dans l'onglet webinaire. Si j'ai quelqu'un de réactif dans le chat, peut-être que le lien apparaîtra, je l'ai pas sous la main, je suis désolée. Mais sinon, si vous allez sur le site de Culture RH, vous retrouvez tout ça. On n'a pas pu répondre à toutes les questions et je sais que ça peut être frustrant, mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Indeed, vers Eric. On pourra répondre avec plaisir. En tout cas, merci. Comme à chaque fois, vous avez été hyper actifs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et moi, il me reste à vous dire à très bientôt. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn comme d'habitude. Et puis sinon, rendez-vous très bientôt pour un prochain webinaire avec Culture RH. Encore merci Eric. À bientôt. Beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.